Salut, bienvenue pour une nouvelle vidéo, vidéo dans laquelle je vais vous montrer des livres d'autrices, parce que ce ne sont que des autrices, c'est pas fait exprès. Peut-être que je ferai une deuxième édition avec que des auteurs. Voilà, ce n'était pas prévu que ce soit que des autrices à la base, il se trouve que c'est le cas. Mais en fait, j'ai été farfouiller dans ma bibliothèque et un peu sur Booknote principalement, pour trouver des autrices, en l'occurrence, que j'avais essayé, que j'avais tenté. C'est des autrices très connues, très reconnues même dans leur genre respectif à chaque fois. Et moi j'ai tenté un de leurs livres, et ça ne l'a pas fait. Et je me suis dit, je vais leur donner une deuxième chance parce que peut-être que c'est exactement l'inverse de Colleen Hoover ou John Green pour moi. J'entends par là que Colleen Hoover et John Green, c'est un auteur et une autrice pour lesquels j'ai tenté un livre, alors en l'occurrence parmi leurs plus connus, puisque j'ai tenté Nos étoiles contraires de John Green et Maybe Someday. J'ai tenté et lu et adoré Nos étoiles contraires et Maybe Someday. Et en fait, ensuite, du coup, j'ai acheté d'autres livres de John Green et de Colleen Hoover en étant quasi persuadée que j'allais aimer, que j'allais adorer, que ça allait être trop cool, comme les autres que j'avais, enfin les premiers que j'avais lus d'eux. Et pas du tout. Ça a été un échec monumental à ce jour. Nos étoiles contraires et Maybe Someday, ça reste les deux seuls livres écrits par ces auteurs et autrices-là que j'ai aimés et que j'ai terminés. Derrière, j'ai pas réussi à lire d'autres livres d'eux, ça ne l'a pas fait du tout. Et pourtant, ça partait bien, vous voyez. Du coup, je me suis dit, il y a peut-être d'autres auteurs, d'autres autrices, ici en l'occurrence, pour lesquels le premier que j'ai tenté, bah c'était pas le bon, vous voyez. Le premier que j'ai tenté, c'est celui que j'aime pas de leur bibliographie, et peut-être que tous les autres, je vais les aimer. Donc, je vais acheter leurs livres. Voilà, j'ai pris le temps d'acheter leurs livres pour vous les montrer dans cette vidéo. Je vous en avais parlé en vlog, c'est la commande qui a pris un peu de retard. J'ai commandé ça autour du 6-8 avril, et je l'ai reçu quand même tard au mois d'avril, pour des problèmes de transport, etc. Bref. Mais voilà, j'ai 5 livres. Au final, c'est quand même des assez gros pavés à vous montrer. J'ai également pris le temps d'aller regarder précisément quel livre j'avais déjà tenté de ces autrices-là et en quelle année. Je les ai pas classés du plus ancien au plus récent, ou enfin ils sont juste en pile en mode du plus petit au plus grand parce que la pile est plus pratique comme ça, vous voyez. Voilà, du coup je vais vous présenter ces livres. Je vais retenter une deuxième fois ces autrices-là. Est-ce que ça passera? Est-ce que ça cassera? Je ne sais pas. Est-ce que si j'ai un deuxième échec avec cette autrice, je retenterai encore? Franchement, je ne sais pas. Ça dépend aussi des raisons pour lesquelles j'ai pas aimé leur livre. Par exemple, si par exemple il y a des auteurs, des autrices, je pense notamment à Cecilia Ahern, où vraiment c'est l'écriture, ou Brittany Setcheri. Vraiment, c'est l'écriture, la construction, la narration qui ne passe pas. Et donc, en fait, ça sert à rien que j'insiste pour ces autrices-là, et pour Stephen King aussi, c'est pareil, parce que leur écriture même ne passe pas avec moi. Donc, ils auront beau écrire des histoires géniales avec des personnages géniaux, la manière dont ils écrivent ne me plaît pas. Vous voyez? Alors que si c'est le personnage, le contexte, ou l'histoire en elle-même, peut-être qu'une autre histoire de ces mêmes personnes me plaira. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. En tous les cas, bref, j'en ai choisi 5, il y en a d'autres. Hein. Il y a d'autres auteurs et d'autres autrices pour lesquels j'ai tenté un livre, ça ne l'a pas fait. Et j'aimerais réessayer, mais en fait, j'ai pas trouvé de livre à acheter d'eux. En tout cas, c'était pas disponible sur Gibert quand j'ai passé ma commande. Mais bon, bref, j'en ai quand même trouvé 5. J'ai assez parlé pour cette intro, je pense. Donc, je vais vous montrer les livres et on commence avec Madame Camilla Läckberg. Ici, Cyanure. J'ai tenté Camilla Läckberg en 2018, donc ça date quand même. Et j'avais tenté La Princesse de Glace, ce qui est, je pense, son plus connu, en tout cas son plus ancien. C'est, je pense, le livre qui l'a fait connaître, qui l'a fait exploser un peu. C'est un tome 1, La Princesse de Glace, et j'avais pas aimé. En fait, j'ai pas trop de souvenirs de ma lecture de La Princesse de Glace, mais je pense que c'était un peu trop lent pour moi. Et aussi, je pense que j'ai tenté Camilla Läckberg dans cette idée de retrouver un peu ce que j'avais eu dans Millennium. Alors, c'est pas écrit par Camilla Läckberg, Millennium évidemment, mais on est un peu dans ce polar des pays nordiques, vous voyez. Et je pensais avoir le même truc. Le problème, c'est que j'ai vraiment surkiffé Millennium de Stieg Larsson, et que c'est pas du tout le même genre de truc, enfin c'est pas le même genre de livre, en tout cas pas pour moi au final, et du coup ouais j'ai été un peu déçue. Mais ça reste quand même une immense autrice de thriller, de polar nordique, et je voulais retenter. Il se trouve que celui-ci se passe au moment de Noël, donc peut-être qu'il finira dans la palle du Goldwinter, je ne sais pas.
Voilà, roman traduit du suédois par Lena Grumbach. Voilà, je m'attendais pas à ce qu'il soit si petit, parce qu'en général, ils sont gros, les livres de Camilla Lagerberg. En tout cas, mon souvenir de En Princesse de glace, c'est qu'il était gros, mais là, il fait même pas 200 pages. Donc voilà, quelques jours avant Noël, Martin Molin, le collègue de Patrick Edstrom, accompagne sa petite amie Lisette, j'ai cru que c'était Lisbeth, j'ai eu peur, Lisette à une réunion de famille sur une île au large de Vjabaka. Navré vraiment. Mais au cours du premier repas, le grand-père, un richissime magnat de l'industrie, leur annonce une terrible nouvelle avant de s'effondrer, terrassé. Dans son verre, Martin décèle une odeur faible mais distincte d'amande amère. Voilà, un repas familial à Noël avec un meurtre. Ça rappelle un petit peu du Agatha Christie, mais en vrai, pourquoi pas. Et ça reste un petit livre, enfin il fait 150 pages, donc c'est presque une nouvelle. Je sais pas quelle est la définition d'une nouvelle en termes de nombre de pages, mais bref, je voulais retenter du Camilla Lagerberg. Je pensais pas qu'il serait si petit, mais en vrai, c'est à peu près le seul que j'ai trouvé sur Gibert au moment où j'ai passé ma commande. Les autres, c'était des suites de sagas, et bah du coup, il m'aura fallu le tome 1, vous voyez. Mais ouais, je vais retenter Camilla Lagerberg, ça fait quand même 8 ans que j'ai tenté l'autrice, donc mes goûts ont évolué franchement entre temps, donc pourquoi pas. L'autrice suivante est française et on change de genre puisqu'on bascule côté romance. J'essaye actuellement de me remettre à la romance. Ça fait à peu près 2 ans que j'ai pas vraiment lu de romance. En fait, bizarrement, depuis que je me suis mis en couple, j'ai pas tant lu de romance que ça. Et ce que j'ai tenté ne m'a pas franchement convaincue. Mais ça reste un genre que j'adore, la romance. J'en ai quand même pas mal dans ma palle. Enfin, j'en ai plus tant dans ma palle parce que comme j'en lis plus, j'en achète plus. Moi, je suis ce genre de personne-là. À pas acheter quand elle lit pas un genre ou même des livres de manière générale. Mais j'ai eu envie de retrouver ce goût à la romance que j'avais. Bref, l'autrice en question, c'est Alyssa Garnier. Donc ici, j'ai acheté A New Era Trouble. J'ai un problème. Vraiment, ça n'engage que moi, ce n'est que mon avis. Mais ça me fatigue. Les autrices françaises qui ont des titres en anglais. Je suis en mode, mais t'es autrice française, t'écris en français, la langue française est géniale et magnifique. Pourquoi tu nous fous des titres en anglais? Ça me fatigue. Vraiment. L'autre livre que j'ai tenté d'elle, elle l'a écrit à 4 mains avec Alfreda Henry, et donc c'était le tome 1 de Rebel University, avec encore un titre en anglais, note je sais pas quoi là. Bref. Et franchement, j'ai pas du tout aimé le personnage masculin dans Rebel University, et j'ai pas du tout après. En fait, j'ai pas aimé le personnage masculin dans Rebel University, et j'ai pas compris comment, avec une telle différence entre le personnage féminin et le personnage masculin, le personnage féminin allait accepter de tomber amoureuse et de se mettre en couple avec un gamin comme l'est le personnage masculin, alors que elle est posée, elle est mature. En fait, dans Rebel University, je me suis énormément identifiée au personnage féminin. Et le personnage masculin m'a tapé sur le système et j'étais en mode meuf, non, me dis pas que tu vas te mettre avec lui. Me dis pas que c'est ça l'histoire, c'est pas, je n'y crois pas. Vraiment, je n'y crois pas. Donc j'ai rapidement arrêté Rebel University parce que vraiment c'était pas possible pour moi. N'empêche que Alyssa Garnier, bah, c'est une personne que je suivais sur YouTube il y a des années quand elle faisait encore des vidéos YouTube, quand elle en poste encore sur l'écriture, etc. J'aime bien regarder ses vidéos. Donc c'est Moody Take a Book, hein, si je dis pas de conneries, mais il me semble que c'est ça. Et ouais, en fait, j'ai envie d'aimer ce qu'elle fait et ce qu'elle écrit. Mais Rebel University a été un tel échec. Et les titres en anglais, ça m'irrite, vraiment, ça m'agace. Mais bon, le titre est en anglais, certes. Le roman, lui, est écrit en français. Donc je me suis dit que j'allais tenter. Bon, à l'inverse de Cyanure, on est sur un pavé ici. Hein, clairement, ça fait quoi, 500 pages? Oh, voilà, ça fait 550 pages. Pour une romance, c'est un peu long. Mais en même temps, si je me prends au jeu, si je suis bien dans l'histoire et bien avec les personnages, autant que ça dure longtemps. Vous voyez ce que je veux dire? Pour le résumé, ça dit après avoir refusé une demande en mariage, Joyce se retrouve à participer à l'organisation de celui de son frère et de sa meilleure amie. Après tout, cette pause dans sa vie trépidante de danseuse à New York pourrait être une bénédiction. Mais elle ne s'était pas préparée à recroiser celui qui a hanté ses rêves durant des mois et n'a eu de cesse de la rejeter. Bon, on part pas très bien. Quand on parle d'histoire de mariage dès le début d'une romance, ça a tendance à exacerber le côté romantique mielleux et ça me fatigue en romance. Et on est sur un enemies to lover a priori avec un mec
qui, du moins dans le résumé, n'a pas l'air très fun. Or, j'ai besoin de m'attacher au personnage masculin, j'ai besoin d'apprécier le personnage masculin. Et s'il est présenté comme un connard qui la rejette tous les 4 matins par pur plaisir, vous voyez, ça risque de coincer. Mais bon, j'ai quand même envie de retenter Alexia Garnier. Peut-être ça le fera, peut-être ça le fera pas. On verra. Pour le 3e livre et la 3e autrice, du coup, on rechange de genre, mais on reste avec une autrice française, puisqu'il s'agit de Alexiane de Lys. Et le livre en question, le livre qui sera sa 2e chance pour moi, en tout cas, c'est De sang d'écume et de glace, livre 1, Métamorphose. Pareil, on est sur un immense pavé de plus de 600 pages. Non mais écoutez, pourquoi pas. De Alexiane de Lys, j'ai tenté en 2022, il me semble, donc ça commence à dater aussi, Les Ailes d'Émeraude. Et pour être honnête, je n'ai aucun souvenir des Ailes d'Émeraude, si ce n'est que j'ai abandonné ce livre assez rapidement au début, mais je ne sais pas. Je me rappelle pas de l'univers, je me rappelle pas de l'histoire, j'ai rien en souvenir, les personnages, tout ça, j'ai que dalle, si ce n'est que Booknote m'indique que je l'ai tenté en 2022 et que je l'ai abandonné. C'est tout. Je n'ai pas plus d'informations que ça. Mais c'est une autrice quand même que je vois pas mal tourner, pas mal passer sur les chaînes Booktube, que les gens apprécient, que les gens lisent, etc. Et du coup, je me suis dit, retentons. Je m'attendais pas à un aussi gros avec ça. Mais d'après ce que j'ai compris, on est sur une réécriture de La Petite Sirène. Et c'est peut-être ça qui me repoussait aussi à la base, parce que j'étais pas très fan de réécriture de contes, j'en lisais pas tant que ça et ça m'intéressait pas. Je pense que ce qui fait que ça m'intéressait pas, c'est que à l'époque où les réécritures de contes ont pas mal explosé, on avait surtout des réécritures de La Belle et la Bête. Et La Belle et la Bête, c'est pas un Disney que j'aime bien. Vraiment, c'est pas un que je déteste. Je déteste pas La Belle et la Bête. Mais franchement, c'est parmi les messages que j'aime le moins dans les Disney. C'est vraiment, pour moi, La Belle et la Bête, le Disney, je parle, c'est vraiment l'image de la pauvre princesse au désespoir qui a besoin d'être sauvée. Alors que dans les faits, quand tu regardes vraiment La Belle et la Bête, c'est pas le cas, c'est pas l'histoire de La Belle et la Bête, mais c'est comme ça qu'elle est présentée. Alors qu'en vrai, c'est la Belle qui sauve la Bête dans le Disney. Mais elle est quand même présentée comme la pauvre princesse qui a besoin d'être sauvée. Regardez, elle est faible, elle est triste, et ça me fatigue. Voilà, donc les réécritures de La Belle et la Bête, franchement, voilà. Et on avait beaucoup ça, fut un temps. Et j'ai l'impression que... Alors soit je suis passée à côté à l'époque, tellement c'était noyé parmi La Belle et la Bête, soit les gens ont arrêté de réécrire La Belle et la Bête et se sont branlés sur d'autres contes. Et là, je viens de faire tout ce blabla, et ça se trouve, on n'est pas du tout sur une réécriture de La Petite Sirène, mais écoutez... c'est pas grave. La perspective de passer ce qui pourrait être son dernier été loin de chez elle n'enchante pas vraiment Perséphone. La jeune fille atteinte d'une mystérieuse maladie qui l'affaiblit de jour en jour se retrouve coincée dans le Finistère avec une tante excentrique dont elle ignore tout. Waouh! Ça c'est le premier paragraphe du résumé, ça m'a l'air extrêmement chelou. En fait, ça me paraît toujours très bizarre quand on a un premier paragraphe de résumé qui a l'air extrêmement terre à terre, genre on est vraiment, on pourrait quasiment être dans un contemporain, alors que De sang, de glace et d'écume, tome 1, Métamorphose, on est censé être en fantastique, en fantaisie, vous voyez. Mais là, ça nous parle de Finistère, de vacances scolaires, je sais pas, c'est bizarre, non? C'est moi qui... Bref. J'ai quand même envie de retenter Alexiane de Lys parce que c'est une autrice très appréciée et très recommandée par les gens, donc on verra bien. Réécriture de La Petite Sirène, pas, on verra bien, au pire c'est pas très grave. Pour ne pas changer, le livre suivant est également un énorme pavé. Après, qu'on soit clair, je vais lire ces livres-là pour redonner une chance à ces 5 autrices-là. J'ai jamais dit que je le ferais dans l'année, j'ai jamais dit que je le ferais dans le mois qui vient, et si ça doit prendre 6 ans pour que je lise ces 5 livres, ça prendra 6 ans. Je vais pas enchaîner les livres que je vous montre. Voilà, non mais, mise au point quand même. Cette autrice-là, je l'ai lu beaucoup plus récemment, puisque je l'ai lu en fin d'année 2025. Ces livres traînaient dans la palle depuis un moment, et j'ai enfin décidé de les sortir pour le Pumpkin, il me semble. Et ça a été un échec cuisant et total, alors que je m'attendais à adorer. Voilà. L'autrice, c'est Cornelia Funk, et donc le livre avec lequel je vais retenter, c'est Cœur d'encre, le tome 1. De nouveau, un immense pavé qui fait 650 pages. Non mais c'est bien, ça augmente de 50 pages à chaque fois que je vous montre un livre, ça va être sympathique pour le dernier, je doute qu'il fasse 700 pages le dernier. Bref, j'ai tenté Cavalier du Dragon en novembre de l'année dernière, il me semble, donc il y a moins d'un an, enfin il y a vraiment pas longtemps.
Et j'ai été très déçue. J'avais l'impression de lire une non-histoire. C'est-à-dire que dans le résumé de Cavalier du Dragon, on te vend un truc en mode un jeune garçon va devoir faire une quête de fantaisie, un immense voyage pour aller récupérer un truc et sauver les dragons. Mais ça met bien 100, 150, 200 pages, je sais plus combien de pages j'ai lu du livre, mais en fait ça met très longtemps à se mettre en place et tu sens rapidement que la finalité, enfin la fin du tome 1, ça va être qu'il arrive à l'endroit où commence sa quête. Et pas du tout la quête. L'histoire du tome 1, c'est pas la quête de ce petit garçon, c'est la mise en place de la quête de ce petit garçon. Alors que dans le résumé, on te vend vraiment cette quête, tu vois. Du coup, le résumé te dit, il va faire la quête, et le tome 1 te dit, attends, on va mettre bien les choses en place. Ah, mais il lui arrive plein d'embrouilles, il y a plein d'embûches sur son chemin qui le ralentissent, qui le ralentissent, qui le ralentissent, qui le ralentissent. Et ah, la quête va commencer, mais bon, bah du coup, le tome 1 est fini. Vous voyez? Et du coup, j'étais en mode, mais je vais lire vraiment une non-histoire tout le long du tome sans que ça démarre réellement, sans que ce qu'on m'a vendu dans le résumé se passe. Parce que vraiment, pour moi, c'est ça le tome 1. Et j'ai été vraiment très déçue. J'étais en mode, c'est pas nul ce que je lis, loin de là, mais me vends pas une quête de fantasy qui démarre dans le tome 2, alors que je dois lire le tome 1 avant. Et on parle pas d'un tome 1 de 200 pages. Hein. Le tome 1 est déjà très très long aussi dans Cavalier du Dragon, donc voilà. Du coup, ici, exceptionnellement pour ce livre-là, je ne vais pas lire le résumé. Parce que si ça fait comme Cavalier du Dragon et que le résumé te vend la fin du tome 1 alors que tu as 650 pages à lire, tu vois, c'est pas la peine. Vraiment, c'est ça. Je pense que c'est ça qui m'a mis dedans. Parce qu'en soi, l'écriture était cool, le personnage était cool et ce qui se passe, c'était pas inintéressant, mais c'est pas ce à quoi je m'attendais en fait. C'est ça qui m'a fait arrêter le livre. Donc là, je vais pas lire le résumé. Cœur d'encre, j'imagine un truc en rapport avec l'écriture, les romans, oulala, il s'échappe. Voilà, le premier tome d'une magnifique trilogie fantastique par un célèbre auteur contemporain. Pardon, vous avez dû avoir un cut un peu violent, je trouve ça d'un manque de respect total. J'étais persuadée que Cornelia Funke était une autrice, mais la phrase écrite derrière là m'a fait douter. Du coup, je suis allée vérifier, et c'est bien une autrice allemande. La citation écrite derrière, c'est le premier tome d'une magnifique trilogie fantastique par un célèbre auteur contemporain. Genre, il n'y a aucun effort, c'est une blague en fait. Une célèbre autrice, une célèbre auteur avec un E, ça vous arrache la bouche, ça vous arrache les yeux. Non mais vraiment, ça m'agace. Donc en fait, dans la même phrase, il fait l'éloge, cette citation fait l'éloge du livre en mode c'est super, c'est génial et tout. Mais tu dis que c'est écrit par un homme en fait. Ça me fatigue. Vraiment, ça me fatigue. À moins qu'elle soit transgenre, qu'elle ait changé de sexe, qu'elle veuille... Je sais pas. Mais vraiment en fait. Enfin... Ah, ça me fatigue quand ils font ça. Ce manque de respect. Et puis alors l'auteur, sans eux... Non, et puis alors voilà, l'auteur, Cornelia Funke, est né. Mais né et eux, là ça les dérange pas. Et puis il y a des L dans toute sa biographie. Vraiment, je comprends pas les gens qui refusent de mettre un E à auteur. Que tu veuilles pas dire autrice si vraiment ça te fait mal. J'ai déjà du mal à le comprendre parce que actrice ça fait mal à personne. Mais bref, mais je sais pas, mais au moins un E à auteur. Enfin, bref, ça m'empêchera pas de lire ce livre et de donner une deuxième chance à l'autrice. Mais vraiment, je trouve que c'est un manque de respect total. Et pour la dernière autrice, j'ai hésité à la choisir elle et à racheter un livre de Ali Hazelwood. Parce que j'ai pas aimé la construction du premier roman que j'ai lu là, donc j'ai lu bien évidemment Love Hypothesis, c'est ce que j'ai tenté, de Ali Hazelwood, et en fait c'est vendu comme une romance, mais pour moi c'est pas une romance. Pour moi dans une romance on doit avoir une rencontre, les premiers rendez-vous, les premiers émois, mais on doit surtout suivre en partie dans le livre les deux personnages en couple. Et dans le Ali Hazelwood, c'est pas le cas. Je crois que j'avais lu quand même plus de 200 pages de Love Hypothesis. Et en vrai, dans l'histoire, on ne suit que leur rencontre, les premiers émois. Et la finalité du livre, c'est ils sont ensemble et bim, c'est fini. On n'a pas leurs premières semaines, leurs premiers mois, voire leurs premières années de vie de couple. On n'a pas ça. Le but du livre, c'est qu'ils se mettent ensemble, et une fois qu'ils sont ensemble, l'histoire est finie. Et moi, c'est pas ce que j'aime dans une romance, parce que ce côté le plus difficile, c'est de se mettre en couple, et puis une fois que vous y êtes, ça roule, c'est pas vrai. Enfin, je veux dire, on le sait tous, c'est pas
c'est loin d'être le plus difficile, c'est au contraire pour moi le plus fun d'une relation. Donc oui, c'est le plus fun à lire, mais le sous-entendu, en fait, ça fait comme un conte. En mode, ils se marièrent, ils ont beaucoup d'enfants, et puis après, c'est fini, tu vois. Ils ont atteint le mariage, ils se sont mariés. Derrière, vous inquiétez pas, ça va bien se passer, tu vois. C'est pas vrai, c'est pas le cas. Vous voyez, moi, j'aime la romance pour voir le couple se former, pour les voir aussi avoir des problèmes, avoir des disputes, avoir des avis différents, et trouver une solution ensemble. C'est ça que j'aime dans la vie de couple et dans les romances, suivre aussi. Bon, j'aime bien tout ce qui est les premiers émois, les premiers rendez-vous, le jeu du chat et de la souris, du je lui dis pas. J'aime ça aussi, mais j'aime la globalité du truc. Et dans Love Hypothesis, on n'a pas la vie de couple. Vraiment, je me suis rapidement rendu compte que le livre se terminerait quand ils seraient ensemble. Et j'étais en mode, c'est pas ce que j'aime le plus. Maintenant, Ali Hazelwood, ça reste quand même une autrice qu'on voit beaucoup sur les réseaux, que les gens apprécient. Et je me suis dit deux choses. Je me suis dit, peut-être qu'elle a écrit d'autres livres comme je préfère qu'une romance soit écrite, avec cette deuxième partie d'une relation qui est présente dans le livre, ou peut-être que c'est pas le cas, mais peut-être qu'en sachant que c'est pas le cas en commençant le livre, j'apprécierais plus ma lecture. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Toujours est-il que j'ai finalement choisi de lire un autre livre d'elle, et j'ai acheté Not in Love de Ali Hazelwood. Donc, c'est un tome 1. Et aussi et surtout, je ne sais pas si c'est le cas, en fait, je ne sais pas si dans le tome 2, on va avoir la suite de la relation et où dans le tome 2, on aura du coup cette partie de romance que j'aime bien, à savoir suivre le couple formé. Vous voyez? Si vous avez l'info, je prends. Peut-être que je pourrais retenter aussi Love Hypothesis. Je viens de vérifier, j'ai lu Love Hypothesis en 2023, ce qui me surprend pas, parce que comme je vous ai dit, j'ai lu très très peu de romances depuis 2024. Donc voilà, peut-être que je retenterai, peut-être que celui-là ça le fera. Et aussi ce qui m'attire surtout chez cette autrice-là, c'est qu'on a souvent des romances dans le milieu scientifique et c'est un truc que j'adore. Ça fait longtemps que je l'ai pas dit, mais je le répète, moi j'ai fait une licence de mathématiques et un master de programmation. On n'est pas dans de la chimie, de la physique, etc. Parce que c'est en général ces matières-là qu'on entend par science. Mais les mathématiques, ça reste un genre de science. Et ça reste des domaines majoritairement masculins. Et donc en fait, quand on parle de romance dans ces milieux-là, moi je peux particulièrement m'identifier aux personnages féminins parce que j'ai fait partie des 3-4 filles qui étaient en L3 avec majoritairement des mecs. J'ai fait partie des... On était 5, je crois qu'en master on était 18 et sur les 18 on était 4 filles en première année et 5 en deuxième année. Voilà, donc voilà, je peux faire appel à mes souvenirs, à ces souvenirs-là, et je sais pas, je trouve ça très cool de voir des femmes dans des milieux scientifiques, qui plus est, en romance, dans un genre qui, on va pas se mentir, reste quand même majoritairement à destination des femmes et des jeunes femmes. Leur montrer qu'une femme peut faire des sciences, je trouve ça cool, parce que c'est pas un domaine vers lequel on est encouragé, vers lequel on est poussé quand on est au collège, quand on est au lycée. On est poussé en L et on n'est pas poussé en sciences, vraiment. En tout cas, à mon époque, c'était le cas. J'ai pas l'impression que ça ait beaucoup changé. Et franchement, c'est dommage. Donc, bref, quand tu me parles de romance dans un milieu scientifique, j'aime bien. Et ce qui me fait dire c'est scientifique, c'est ça. Ces petites fioles-là. Alors, qu'est-ce que ça dit? Rue Sibert a une règle d'or. Elle n'accorde jamais de second rendez-vous. Cela participe à son équilibre de vie. Des amis fidèles, enfin, juste deux. La stabilité financière qui lui a fait défaut dans son enfance et un job de rêve chez Klein, une entreprise de biotechnologie, suffisent à son bonheur. Alors quand elle quitte Ellie Kilgore après une soirée mémorable, elle sait qu'elle ne le reverra jamais. Sauf que comme on a une histoire sur eux, a priori elle va le revoir. Bref, mais j'aime bien aussi ces romances dans le milieu un peu universitaire, mais pas universitaire côté recherche, où on a souvent des personnages un peu plus mûrs, un peu plus matures, que juste des personnages qui vont en cours, entre guillemets, voyez. Comme c'est eux-mêmes qui font les recherches, c'est eux-mêmes qui vont dans des labos, etc., etc. C'est pas la même approche des études, même s'ils restent en études. Et je sais pas, j'aime bien. Donc, j'ai hâte. En vrai, parmi les 5 que je vous ai montrés, c'est celui qui me tente le plus. Là maintenant, tout de suite. Je vais pas vous mentir, j'ai eu un peu de mal à mettre mes idées et mes phrases dans l'ordre pour tourner cette vidéo, mais normalement, après montage, j'aurais réussi à faire un truc à peu près cohérent pour vous. Je vais m'arrêter là pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si vous avez, vous, des auteurs et des autrices comme ça, où vous avez eu un échec monumental avec un de leurs livres, et où du coup vous avez du mal à sauter pas pour en tenter un deuxième,
Bah franchement, n'hésitez pas en commentaire. Peut-être qu'à l'inverse, moi, ce sera des auteurs et autrices que j'adore et je pourrais vous dire, mais non, il faut tenter celui-là, ou celui-là, ou celui-là, vous voyez. Bref, j'aimerais bien lire ça en commentaire, ça me ferait plaisir. Je vais m'arrêter là pour cette vidéo parce que j'en perds mon souffle à force de parler. Comme d'habitude, je vous souhaite une bonne journée, un bon après-midi, un bon appétit ou une bonne nuit. Et je vous dis à demain.